وفي ميدي شو نستقبلوا السيد سفير فرنسا بتونس السيد أندري باران سفير الآن في تونس منذ تقريبا عامين. جي نسليني بحذايا للترجمة الحينية. Excellence, bonjour, merci d'être parmi nous. Bonjour Elias Rarbi, bonjour à vos auditeurs, à vos auditrices et merci de votre invitation. Vous êtes plutôt rare en médias, monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas, écoutez, j'essaye d'intervenir sur les médias quand ça me semble utile, quand j'ai des choses à dire ou des messages à faire passer. Donc je suppose qu'aujourd'hui c'est utile. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Pareillement, nous sommes contents de vous recevoir. جيهان تفضل. هو يحاول انت تقول له انه قليل الظهور في وسائل الاعلام، هو يقول لك نظهر في وسائل الاعلام كي يبدا عندي ما نقول والا كي يبدا فما رساله نحب نوصلها. Monsieur l'ambassadeur, comment se portent les relations tuniso-françaises aujourd'hui? Je pense qu'elles se portent très bien. Ce sont des relations, comme vous le savez, qui sont très anciennes, qui sont fondées sur une amitié, un respect mutuel, qui sont fondés aussi sur des liens d'une densité tout à fait exceptionnelle, comme des liens comme aucun de deux pays n'en a avec d'autres pays, ou en tout cas comme chacun de nos deux pays n'en a qu'avec très très peu de pays. Des liens humains, des liens économiques. Dans le domaine de l'aide publique au développement, la France aussi est un partenaire majeur de la Tunisie. Sur le plan humain, comme vous le savez, nous avons 800 000 Tunisiens qui résident sur notre sol en France, qui contribuent à la fois à l'activité économique en France et à la prospérité de l'économie française, à la prospérité aussi, à l'activité économique en tout cas en Tunisie aussi, puisque ces travailleurs, ces Tunisiens qui vivent à l'étranger transfèrent une partie de leurs revenus et les Tunisiens de France contribuent, je crois, pour 45% au total des transferts des Tunisiens de l'étranger vers la Tunisie. En tout cas, c'est un chiffre sur lequel on va revenir parce qu'il paraît que l'Union européenne voudrait revisiter ça probablement. On va y revenir. تفضل جيهان. تسألوا على العلاقات التونسية الفرنسية، يوسف بأنها علاقات لباس، هي علاقات صداقة عريقة ووطيدة كما ما فما ما بين حتى زوز بلدان أخرين في العالم، علاقات إنسانية واقتصادية. على المستوى الإنساني فما 800 ألف تونسي في فرنسا يساهموا في ازدهار فرنسا وأيضا في ازدهار تونس من خلال العملة الصعبة اللي يبعثوها لتونس ومن خلال عملهم في فرنسا. Alors, monsieur l'ambassadeur, 7,4 milliards d'euros d'échanges économiques avec la France en 2019, c'est un chiffre énorme. Phosphate, hydrocarbures, industrie mécanique, habillement, cuir. La France est aussi le deuxième fournisseur principal de la Tunisie. On achète beaucoup en France. On est à peu près, nous avons des échanges très importants. Comment les faire évoluer aujourd'hui? Alors, il y a cette impression que nous sommes tous couchés sur un confort, sur ces échanges-là, et qu'on n'arrive pas à les changer, ni sur les technologies, ni sur l'agriculture. Comment les diversifier aujourd'hui? D'abord, sur les liens humains, je voudrais aussi signaler la présence en Tunisie de 23 000 à peu près Français qui participent aussi à l'activité économique en Tunisie. Je pense notamment aux opérateurs économiques français. Vous avez raison, la France est le premier partenaire, je crois, économique de la Tunisie. Sur le plan des échanges, nous sommes le premier client de la Tunisie et son deuxième fournisseur. Je voudrais corriger un petit peu votre propos. Ces échanges sont très favorables à la Tunisie puisque le solde de nos échanges nos échanges dégagent un solde de 4 000 milliards en faveur de la Tunisie. La France est aussi le premier investisseur étranger en Tunisie avec environ 1500 entreprises françaises qui sont implantées en Tunisie. Et ces 1500 entreprises ou filiales d'entreprises françaises emploie environ 150 000 personnes en Tunisie. On va revenir à la diversification pour continuer à la réponse. Je donne la possibilité à Jihen de traduire. Allez-y. عن المبادلات ما بين تونس وفرنسا الرقم هو 7.4 مليار أورو. تقولوا أنت إنه فرنسا هي ثاني مزود لتونس وعندنا مبادلات هامة كيفاش نجم نطوروها ونوعوها. يوصف بأنه المبادلات هذه على بين فرنسا وتونس عن إنه فرنسا هي أول حليف لتونس، ويوصف بأنه المبادلات هذه ماشية في صالح تونس من خلال الأرباح. يعني هو في الميزان التجاري ماشية لصالح تونس بتقريبا 4.4 milliards. La diversification, justement, comment pourrait-on les développer cet échange? Alors, développer les échanges, je peux pas trop vous répondre. Développer l'investissement, c'est une tâche à laquelle nous
nous employons, en partenariat d'ailleurs avec les autorités tunisiennes. Comme je le disais, il y a déjà une présence. D'abord, je voudrais rappeler que la décision d'investir, elle ne relève pas des autorités des pays. Ce ne sont pas les autorités françaises qui investissent, ce n'est pas la France qui investit, ce ne sont pas les autorités tunisiennes, ce sont les entreprises qui investissent. Donc les États, les autorités sont là pour faciliter la tâche des investisseurs et les encourager à investir. C'est ce à quoi nous nous employons. Comme je le disais, il y a déjà 1500 entreprises françaises qui sont implantées en Tunisie. Je voudrais signaler qu'en dépit des difficultés économiques que la Tunisie a connues, comme beaucoup d'autres pays pendant la crise sanitaire, aucune entreprise française n'a quitté le territoire tunisien pendant cette période. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux investissements en 2020-2021, mais je sens depuis quelques semaines un frémissement et je suis en contact avec des opérateurs économiques français qui envisagent à nouveau de venir investir en Tunisie. هو يوصف أنه قرارات الاستثمار ما هيش مرتبطة بالسلطات لا الفرنسية ولا التونسية، وإنما قرارات الاستثمار جي من عند المستثمرين والمؤسسات، ولكن السلطات موجودة لتسهيل عملهم ولتسهيل عملية الاستثمار. ويذكر بأنه فما 15,000 مؤسسة فرنسية موجودة في تونس. Nous avons ici, juste pour terminer sur ce point, nous avons un bureau de cet opérateur qui s'appelle Business France, dont le travail consiste en partenariat avec les autorités tunisiennes à vendre, entre guillemets, la destination Tunisie aux entreprises françaises et les accompagner dans leurs projets d'investissement en Tunisie. مكتب بيزنس فرانس مع السلطات التونسية مهمته إنه يسهل العمل متاع المستثمرين الفرنسيين في تونس. Est-ce que ce sujet a été abordé avec Madame Bouden lors de votre dernière rencontre? Que pouvons-nous savoir sur cette rencontre, Monsieur l'ambassadeur? Avec la chef du gouvernement? Absolument. On a parlé de beaucoup de sujets. Par exemple, on a parlé de l'actualité, on a parlé de la perspective de la conclusion d'un accord avec le FMI. On a parlé aussi d'un certain nombre de sujets qui ont trait à la relation bilatérale. On n'a pas spécifiquement parlé de la question de l'investissement, mais on en a parlé dans d'autres occasions. C'est une de nos préoccupations, d'essayer d'encourager les entreprises françaises à venir s'implanter en Tunisie. Et ça se fait notamment, je vous le dis, à travers l'activité de ce bureau de Business France et les nombreuses opérations que l'agence Business France en Tunisie organise pour faire venir des opérateurs économiques français et développer soit les échanges entre la France et la Tunisie, soit développer les projets d'investissement d'entreprises françaises en Tunisie. عن اللقاء ببودن رئيس الحكومة يقول حكاو في برشا مواضيع منها الاتفاق مع الفمي والعلاقات الثنائية الفرنسية التونسية والتشجيع للمؤسسات الفرنسية في أنها تجي تتمركز في تونس بالأساس مع وكالة بيزنس فرانس لتطوير وجود الشركات الفرنسية والاستثمار الفرنسي في تونس. Alors ce fameux accord Tunisie-FMI qui est un accord important, accord qui pour la Tunisie revêt une importance capitale sur les années à venir. La France exprime son soutien. De quel soutien parlons-nous, monsieur l'ambassadeur? Alors deux choses. Ce que nous avons dit, d'abord, les choses avancent. J'espère qu'elles pourront se conclure rapidement. C'est une information? Non, c'est pas une information. Je vous dis, j'espère qu'elles vont pouvoir se conclure rapidement. Moi, nous ne participons pas à ces, nous ne sommes pas partis à ces négociations. Ce que nous entendons, ce que nous voyons, les efforts qui sont faits du côté des autorités tunisiennes, à travers notamment cet accord qui est intervenu entre le gouvernement et l'UGTT, la décision aussi de poursuivre le processus de réduction des subventions sur les carburants, tout ça va dans le bon sens et laisse entrevoir la perspective d'une conclusion rapide d'un accord. Je comprends qu'il y a encore quelques points à régler. Nous, ce que nous disons de façon consistante sur le sujet aux autorités tunisiennes, c'est si vous voulez qu'on fasse passer des messages, si vous avez besoin de nous pour vous appuyer dans ces discussions, ces négociations, y compris d'un point de vue technique d'ailleurs, avec le FMI, nous sommes à votre disposition. Et deuxièmement, lorsque l'accord sera conclu, nous serons à vos côtés pour vous aider dans la mise en œuvre des réformes qui seront prévues par l'accord. Quand je dis aider, c'est aider y compris à travers des nouvelles contributions qui permettront de faciliter la mise en œuvre de ces réformes.
تفضل جيهان. عن الاتفاق ما بين تونس وصندوق النقد الدولي، يقول فرنسا تساند تونس ويتمنى أنه يصير الاتفاق في القريب، رغم اللي فرنسا ماهيش طرف في المفاوضات هذه، ولكن يراو في المجهودات اللي قاعدة تعمل فيها الحكومة والمؤشرات اللي قاعدة تعمل في الاتجاه هذايا. يذكر على سبيل المثال الاتفاق الاجتماعي مع المنظمة الشغيلة وفي علاقة زادة بسعر المحروقات. يقول هذا طريق الإصلاحات، ووقت اللي يصير الاتفاق فرنسا باش تكون إلى جانب تونس لمرافقتها في مزيد استكمال مسارها في الإصلاحات اللي لازمة. À côté de la Tunisie, de quelle manière, Excellence? Si jamais cet accord est mis en place, on parle de quoi? On parle d'expertise, on parle d'échange, on parle de conseils, on parle de quoi? On parle d'argent? De quoi parle-t-on? On parle d'expertise, on parle d'argent, on parle de tout ça. Et puis de mobilisation aussi des partenaires pour inciter tous ceux qui le souhaiteront à venir en soutien à la mise en œuvre de ces réformes qui seront prévues dans le cadre du programme conclu avec le FMI. إلى جانب تونس ماذا يعني بالضبط؟ السفير يقول أنه هذا باش يكون على مستوى الاستشارات والدراسات وأيضا الدعم المادي لتحقيق الإصلاحات اللي يلزم تونس تعملها في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي. Si vous permettez, je voudrais un peu développer peut-être sur ce point. D'abord, je pense que la conclusion d'un accord est vraiment essentielle. Plus il arrivera tôt, plus il interviendra tôt et mieux ça vaudra. Donc nous souhaitons très vivement, quand je dis nous, c'est le cas de la France, mais c'est le cas de la plupart des partenaires de la Tunisie, que cet accord puisse intervenir le plus rapidement possible. Comme je l'ai dit, si nous pouvons faciliter les choses, nous sommes à la disposition des autorités tunisiennes pour les aider. Et si nous devons accompagner, enfin s'il nous est demandé dans un deuxième temps d'accompagner la mise en œuvre des réformes, notamment sur le volet, parce que ces réformes, elles vont être difficiles à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'elles sont difficiles à décider déjà, d'abord. Mais il y aura tout un volet, nous espérons qu'il y aura aussi un volet accompagnement social, de façon, c'est important que les réformes soient acceptables et supportables par la population, notamment par les catégories les plus vulnérables. Et donc, il faut être attentif à ce que ces réformes qui sont absolument indispensables, qui sont nécessaires, qui permettront à la Tunisie de retrouver le chemin d'une croissance durable et le chemin d'une trajectoire soutenable des finances publiques. Il est important de veiller à ce que ces réformes préservent autant que possible les catégories les plus vulnérables. كل ما يكون بكري كل ما يكون خير. الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع تونس بالنسبة لفرنسا تقول إنها على ذمة السلطات التونسية في مساندتها في النقاط الصعبة اللي لازمها تتعمل في علاقة بالإصلاحات، وباش يكون فما أيضا مرافقة اجتماعية حتى تكون الإصلاحات هذه عندها مقبولية عند المجتمع التونسي لأنها ضرورية لتونس. ضرورية لتونس. وفما فكرة السلم الاجتماعي والهشاشة، يتكلم على فكرة الهشاشة السيد السفير. Ceci nous mène directement vers des choix politiques qui sont faits par la Tunisie. Ces choix politiques se traduisent éventuellement par un rendez-vous législatif important. Et depuis le 25 juillet dernier, la Tunisie a fait certains choix, des choix de référendum, des choix de nouvelle constitution. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous avez une lecture aussi de ces réformes sociales ou de leurs difficultés en fonction de ces choix politiques? Comment vous lisez ces choix politiques? Des réformes sociales ou des choix politiques? Les deux. Comment vous les voyez ensemble? Alors sur les choix politiques, moi j'ai pas de jugement à formuler. Ce n'est pas une question de jugement, c'est juste une observation. Non, la Tunisie est un pays souverain, il appartient à ses dirigeants, à sa population de décider pour eux-mêmes de ce qui est bon pour eux-mêmes et pour leur pays. Ceci étant, il est évident que ce qui se passe en Tunisie est suivi avec beaucoup d'attention en France, mais pas seulement en France, bien au-delà. D'abord parce que nous avons avec la Tunisie des liens profonds, des liens anciens, profonds, étroits, d'amitié, de coopération. Nous avons, je l'ai dit, en Tunisie une présence, nous avons des intérêts. Par conséquent, la stabilité de la Tunisie, sa prospérité, son développement sont pour nous et pour beaucoup d'autres partenaires de la Tunisie des enjeux importants. Donc ce qui se passe en Tunisie est suivi avec beaucoup d'attention. Vous savez que l'expérience démocratique tunisienne a suscité en son temps à la fois beaucoup d'espoir et beaucoup de sympathie, bien au-delà des frontières de la Tunisie. Je comprends qu'au vu des résultats, un certain nombre de Tunisiens soient
déçu, même si, de mon point de vue, ce n'est pas la nature démocratique des institutions qui est en cause. Néanmoins, il nous paraît important de préserver tout ce qui doit l'être des acquis démocratiques de cette période. Je parlais... Alors on y revient tout de suite sur les institutions. Oui. عن الخيارات السياسية لتونس، يقول تونس بلد عنده سيادته يقرر اللي في صالحه، وفرنسا تتابع باهتمام لأن العلاقات متينة والمعاملات كثيرة بين البلدين. التجربة الديمقراطية التونسية حركت برشا أمل خارج الحدود التونسية رغم خيبة أمل عند البعض في تونس، ولكن مهم جدا الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية. مكتسبات ديمقراطية، وهذا هو لب الموضوع. De quels acquis parlons-nous, Excellence, quand vous parlez d'acquis démocratiques? Ils sont les mêmes un peu partout dans le monde. C'est pas, je parle de la séparation des pouvoirs, je parle de l'indépendance de la justice, je parle de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. C'est ce qui caractérise un État démocratique. La Tunisie s'est dotée en 2014 d'institutions démocratiques. Et ce qui est important, sans porter de jugement, pas ni mon rôle, ni mon intention, je crois que ce qui est important, c'est de veiller à préserver le caractère démocratique des institutions et à préserver ces acquis démocratiques auxquels beaucoup de Tunisiens d'ailleurs sont. C'est pas uniquement pour l'image extérieure de la Tunisie et pour faire plaisir aux partenaires extérieurs, parce que je rencontre beaucoup de Tunisiens qui, tout en mettant en cause les résultats de la période précédente, notamment sur le plan économique, se disent toujours attachés aux droits, aux libertés qu'ils ont acquises pendant cette période-là. مكتسبات ديمقراطية، عن أي مكتسبات ديمقراطية نحكي؟ يقول هي نفسها المكتسبات الديمقراطية في العالم الكل، الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء وحرية التعبير وغيرها. يقول المهم هو السهر على الحفاظ على الطابع الديمقراطي للمؤسسات في تونس رغم المشاكل الاقتصادية. احنا راجعين بعد الفاصل سليم، وبعد الفاصل قد نحكيو على موضوع مهم جدا في علاقة بتونس وفرنسا، هو موضوع التأشيرة. Juste après la pub, nous allons parler d'un sujet qui fâche parfois, mais d'un sujet sur lequel aussi les autorités françaises se sont exprimées dernièrement. Les visas, évidemment, les visas. On va parler aussi francophonie. نستقبل السيد سفير فرنسا بتونس أندري باغان. راجعين. صرتوا موزايك فام ولا موعد مع السيد سفير فرنسا بتونس أندري باغان. Excellence, bonjour encore une fois, bienvenue. C'est l'occasion de discuter avec vous de sujets qui sont importants pour les Tunisiens et qui sont très importants, notamment cette affaire des visas. C'est une affaire qui fâche maintenant, cette affaire des visas, parce que non seulement nous parlons des quotas, mais nous parlons aussi de la manière avec laquelle ces visas sont délivrés. Commençons par donner une image globale de ce qui se passe en termes de chiffres, en termes de visas délivrés, et on va abonder dans les questions. Allez-y. Alors, c'est un sujet qui est éminemment passionnel. Oui. Je pense dans lequel il faut essayer quand on le traite, de ramener un petit peu de sérénité et d'objectivité. D'abord, je voudrais rappeler que la pratique du visa n'est pas propre à la France. La plupart des pays du monde soumettent l'accès à leur territoire à cette obligation d'obtention préalable d'un visa. Et même dans le cas de la Tunisie, je crois qu'il y a une soixantaine de pays dont les ressortissants doivent obtenir un visa pour venir en Tunisie. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la politique de la France en la matière n'est pas particulièrement restrictive, notamment s'agissant des Tunisiens. Deux, trois faits que je voudrais mentionner. La Tunisie est, je crois, le 4e pays au monde pour la délivrance de visa par la France. 70%, je dis bien 70% des visas Schengen délivrés en Tunisie le sont par le consulat général de France à Tunis. Et enfin, même s'il y a des refus, évidemment, 75% des demandes de visa qui sont présentées à nos services consulaires se traduisent, donnent lieu à la délivrance d'un visa.
Donc on a, je crois que je vous donne ces chiffres parce qu'ils méritent, je pense, d'être médités, et ils donnent une image, j'espère en tout cas, très éloignée de celle d'une France qui serait fermée, repliée sur elle-même, et qui ferait obstacle à la mobilité entre la Tunisie et la France. عن موضوع الفيزا والتأشيرة يقول إنه الموضوع هذا ماهوش في علاقة بسياسة فرنسا وحدها، كهو برشا بلدان في العالم تعتمد النظام تاع التأشيرة منها تونس في علاقة ببعض البلدان. سياسة فرنسا ماهيش ردعية في علاقة بالتأشيرة للتوانسة، ويقول يعطي رقم يقول إنه 70% من الفيزا شنغن اللي تتعطى في تونس تتعطى من عند سفارة فرنسا، يعني الصورة متاع فرنسا ماهيش صورة البلد المنغلق على نفسه. يقول ماهيش صورة البلد المنغلق على نفسه، ويحكي على أنه فرنسا موجودة، وهذه الأرقام اللي خرجت زي كذلك في الكومونيكي نتاع الكونسولا دو فرانس في أوت اللي فات بتاريخ غرة أوت 22، واللي تعطي الأرقام. Vous avez communiqué autour de ça le 1er août dernier avec le consulat de France et vous avez parlé de cette position en tant que... Oui, allez-y. Oui, juste quelques chiffres. En 2019, qui est la dernière année de référence, le consulat général de France à Tunis a délivré 145 000, je crois, visas de court séjour à des Tunisiens. 145 000. Ensuite, il y a eu la crise Covid qui s'est traduite évidemment par un ralentissement des déplacements. Donc en 2020-2021, on était entre 40 et 50 000 visas délivrés. Là, sur les 8 premiers mois de l'année 2022, nous sommes à 60 000 et nous pensons qu'à la fin de l'année, nous serons autour de 80 000 visas délivrés en Tunisie par le consulat général de France au bénéfice de court séjour, au bénéfice de ressortissants tunisiens. Et je pense qu'on va vers un retour à la normale et qu'on retrouvera en 2023 des chiffres assez proches de ceux de 2019. يتكلم على الأرقام تاع التأشيرات اللي تعطات للتوانسة من سفارة فرنسا في 2019. يقول وصلنا ل 145 ألف تأشيرة في العام اللي قبل كورونا. يقول إن كورونا عطلت المسألة هذه، العالم مسكر. السنة احنا في 60 ألف تأشيرة للتوانسة، ومن هنا لآخر العام يتوقع أنه يوصلوا إلى 80 ألف تأشيرة. ويقول أنه في 2023 يتوقع زاد أنه يرجع للأرقام العادية متاع 2019. Alors, ceci étant dit, je voudrais ajouter trois points. La première, c'est que, évidemment, tout le monde n'obtient pas le visa. Sinon, il y aurait pas sinon, ce ne serait pas la peine d'imposer un visa si on le délivrait à tout le monde. Les causes de refus, elles sont multiples. Le refus, c'est à peu près 25% des demandes. Il y a d'abord le risque migratoire ou sécuritaire. Il peut y avoir aussi l'insuffisance des ressources. Il peut y avoir, et ça arrive très souvent, des dossiers qui sont incomplets ou des documents qui sont non conformes. J'appelle vraiment tous les demandeurs. Souvent, quand on me signale des cas et que je me fais sortir le dossier, je me rends compte que le refus a été opposé à la demande simplement parce que le dossier n'était pas complet. Et puis, dernier cas aussi, ce sont des visas Schengen que nous délivrons, donc il y a des consultations des partenaires. Et il peut arriver qu'un partenaire fasse objection à la délivrance par la France d'un visa à un ressortissant tunisien dans le cas d'espèce. يقول مش الناس الكل تاخذ الفيزا. أسباب الرفض باش يتكلم عليه. يقول فما 25% من المطالب يتم رفضها لأسباب أمنية أو أوراق ناقصة أو أوراق ماهيش صحيحة. ويقول إنه يذكر بأنها فيزا شنغن، أي إنه يتشاوروا فيها مع الشركاء الأوروبيين اللي فما فيهم البعض ساعات اللي يرفض المسألة هذه. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est qu'évidemment, compte tenu du nombre de dossiers traités, l'erreur est humaine. Donc il nous arrive de commettre des erreurs. Et parfois de ne pas donner le visa à des personnes qui mériteraient ou justifieraient tout à fait de l'avoir. Ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que ces cas nous sont signalés, on essaye et si on constate qu'effectivement une erreur a été commise, on s'efforce de corriger l'erreur. يقول عدد الملفات كبير اللي قاعدة تتقدم باش يطلبوا التأشيرات، والخطأ بشري نجم يصير انه الحد يترفض له مطلب التأشيرة في حين انه الدوسي نتاعو وملفه مستكمل كل الأوراق. Alors على الدوسي خلينا نحكيو شوية جيهان. Oui, allez-y. Et puis troisième point que je voulais également faire, c'est que nous avons connu un problème d'effectif au consulat général. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020-2021? La demande de visa s'est effondrée, donc on a forcément réduit les effectifs. Donc quand la demande a repris au début de cette année, il a fallu à nouveau augmenter les effectifs. Ça a pris un peu de temps.
Donc ça s'est traduit par des retards quelques couacs. Dans les rendez-vous. Ça s'est traduit aussi par des délais supplémentaires dans le traitement des dossiers. Mais nous sommes en train de remédier à ces problèmes d'effectifs et donc les choses devraient maintenant rentrer dans l'ordre. Voilà. Alors absolument, c'est impeccable. جيان خليك تجاوب ساعة. كانوا نقصوا في العاملين معناها في علاقه بالدوسيات في العامين اللي فاتوا في علاقه بالكورونا ما كانوش ينجموا يخدموا الملفات الكل وحاليا قاعد يتم تفكير في المساله هذه نتاع ليفيكتيف انه يعاودوا يرجعوا للحاله العاديه. لكن هات نحكيو على حكم على النوايا جيهان. Nous allons parler de ces 3 points assez rapidement, Excellence. Le risque migratoire. La réponse qui est opposée à certains refus, c'est « Nous avons des doutes sur votre volonté de quitter l'espace Schengen avant l'expiration de votre visa. Pour certains, ceci est un procès d'intention, puisque nous ne pouvons pas juger des intentions des uns et des autres. Et il s'agit d'une réponse qui est opposée à certains dossiers qui sont complets. Donc, quelle est votre réponse à ça, s'il vous plaît ? Vous parlez de quel Je parle de cas de citoyens qui estiment que ce refus est un refus qui est quelque part un peu humiliant pour eux. Et donc, c'est cette manière de gérer un peu certains dossiers qui pose un peu problème ou qui peut parfois... Les agents qui examinent les dossiers au consulat le font sur la base d'un certain nombre d'éléments qui sont fournis par la personne et se font à la fin un jugement. Encore une fois, ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper et quand les cas nous sont signalés, nous faisons en sorte de corriger ces erreurs. Par rapport au dossier, l'idée c'est que le dossier est pléthorique. Il est très grand ce dossier, c'est des dizaines et des dizaines de documents. C'est un peu la critique qui est maintenant faite par rapport à ces dossiers de présentation. Peut-être que j'exagère, mais c'est un peu la sensation ou la critique qui est opposée par certaines personnes ou citoyens qui présentent une demande de visa. Bon, écoutez, on trouve toujours que les procédures administratives sont trop lourdes. Hein. Je pense que ça répond à une réglementation qui est une réglementation Schengen et que nos consulats, je pense que les éléments qu'on demande sont les mêmes partout pour tous les pays Schengen, partout dans le monde. Et je suis pas sûr que la France ait à elle seule la capacité de décider, par exemple, d'augmenter ou de diminuer le nombre des pièces qui sont nécessaires ou qui sont demandées. Alors حكم على النوايا وقت اللي تسالوا انت انه فما شكون يجاوبوه اللي فما انهم شاكين فيه انه باش يحرق حتى لو كان الملف نتاعو كامل ومستكمل الاوراق المطلوبه. يتكلم عن الاعوان اللي يخدموا الملفات يقول ما عليهم كان يصلحوا اذا كان فما اخطاء في خدمه الملفات. عن كثره الاوراق يقول اللي ديما الاجراءات الاداريه هي ثقيله ولكنها هوني تخضع للاجراءات المعتمده في كل المنطقه نتاع الفضاء شنغن ومش فرنسا وحدها اللي باش تقرر انه يتم التنقيص في الاوراق المطلوبه ولا زياده فيهم باش واحد ياخذ فيزا. Très honnêtement, il faudrait que je regarde d'un peu plus près ce qui est demandé, mais je pense que ce qui est demandé par la France n'est pas, je pense que les autres pays Schengen ou des pays comme le Canada, les États-Unis demandent aussi des documents pour instruire la demande de visa, et je ne suis pas sûr que les exigences de la France en la matière soient supérieures à celles d'autres pays. Justement, Excellence, nous parlons justement d'un pays avec lequel nous avons des amitiés énormes. Oui. Donc, et vous l'avez dit vous-même... 70% des visas Schengen délivrés en Tunisie le sont par le consulat général de France à Tunis. Donc forcément, c'est ici qu'on va trouver les doléances et c'est plus sensible, et vous l'avez dit vous-même dès le début. Aujourd'hui, la question qui se pose, elle est autour aussi des personnes et de leur rôle. On parle de médecins, on parle d'hommes d'affaires, on parle de... et c'est là où ça coince un peu. Oui. L'idée, c'est de faciliter... Un certain nombre de ces cas remontent jusqu'à nous sont signalés. À chaque fois, nous faisons... Moi, personnellement d'ailleurs, je fais sortir le dossier et à chaque fois, enfin souvent en tout cas, je constate qu'il y a des raisons objectives pour lesquelles le refus a été opposé, notamment parce qu'il manque des pièces au dossier. Il y a des gens qui considèrent que parce qu'ils ont fait déjà la procédure un certain nombre de fois, ils sont dispensés de présenter à nouveau les documents. Bon, donc, et deuxièmement, à chaque fois qu'on constate que... non pas, c'est pas une erreur, formellement, c'est pas une erreur de refuser un visa à quelqu'un qui n'a pas fourni les documents. Mais à chaque fois qu'on peut corriger, on s'efforce de le faire et d'arranger, si je puis dire, les choses en rappelant la personne
pour lui demander les pièces complémentaires et lui délivrer in fine le visa. Le visa voulu. تفضل جيهان. عن طريقة منح التأشيرة الفرزية اللي تكلم عليها انت الياس، يقول لك انه في كل مرة يكون فما اسباب موضوعية لرفض منح التأشيرة، فما اوراق ناقصة والا غيرها، ويقول انه عملية الرفض نتاع دوسي فيها اوراق ناقصين ماهيش غلطة، فيتم محاولة تلافيها في انه استدراك الموضوع بالشخص هذا، يقولوا له كمل اوراقك باش تتحصل على الفيزا. Encore une fois, hein, nous ne sommes pas parfaits, nous avons certainement des progrès à faire, nous avons certainement une responsabilité dans certains problèmes qui ont pu se poser, notamment en termes de délai de prise de rendez-vous, en termes de délai de traitement. On est en train d'y remédier. Moi, ce que je voudrais simplement, si vous voulez, c'est que quand on parle de ce sujet, on ne regarde pas simplement le verre à moitié vide, mais qu'on regarde aussi le verre à moitié plein. Voilà. D'accord. Pour voir les chiffres et voir un peu les services. تفضل جيهان. يقول أكيد فما أغلاط تصير وفما مشاكل تصير، لا فوت يومان معناها الخطأ بشري، ولكن قاعدين يقول نشتغلوا على المسائل هذه لتلافيها. Monsieur l'ambassadeur, ce qui coince aussi, c'est cette histoire du prestataire. Est-ce que vous êtes content de ce prestataire? Est-ce que vous êtes content de la collaboration avec ce prestataire? D'abord, le recours prestataire est un principe qu'on a mis en œuvre partout dans le monde. Alors, il y a plusieurs prestataires, on a choisi celui-là. Oui. De mon côté, je n'ai pas entendu de plainte particulière concernant ce prestataire en particulier. S'il y en a, qu'on nous les fasse parvenir. Alors, une des doléances principales, même au niveau de la réglementation, c'est cette histoire de frais de dossier. Et de ne pas rembourser les gens lorsque le visa est refusé. Les gens n'arrivent pas, en fin de compte, à concevoir qu'on puisse payer sans obtenir un service. Alors, comment répondre à cette question? D'abord, je comprends la frustration des gens qui ont payé pour obtenir un visa et qui, à la fin, se voient opposer une décision de refus. En même temps, ces frais ils correspondent à des coûts, à des dépenses d'instruction, de traitement du dossier. Par ailleurs, je rappelle que les frais de visa, s'agissant des visas pour la France, ne sont pas plus élevés, sont parfois moins élevés que les frais de visa opérés par un certain nombre d'autres pays. Si vous voulez un visa de court séjour pour venir en Tunisie, si vous venez d'un pays qui est soumis à l'obligation du visa pour la Tunisie, vous payez plus cher que pour l'obtention d'un visa Schengen pour la France. Bon, voilà. Donc, et beaucoup d'autres pays appliquent des frais de visa qui sont supérieurs aux frais de visa qui sont opérés par la France. علاش الفلوس اللي يدفعها المواطن باش ياخذ الفيزا نتاعو في صبها في الدوسي مع الدوسي، علاش ما ترجعش في حاله الرفض؟ يقول هذه المصاريف والمعاليم معموله لدرس الملف قبل ما يتم قبوله او رفضه، ويقول فما معاليم اعلى من هكا في العالم. En novembre, quelques exemples. Voilà, un visa de court séjour Schengen, donc pour la France, c'est 80 €. Un visa court séjour pour le Royaume-Uni, c'est 120 €. Un visa court séjour pour les États-Unis, c'est entre 165 et 205 $. Donc voilà, je veux dire, tous les pays appliquent le même principe et appliquent des frais pour le traitement et l'instruction des visas. Et je ne connais pas, si vous avez des exemples, je suis prêt à vous écouter, mais je ne connais pas de pays qui pratiquent le remboursement des frais de les visa. frais, monsieur l'ambassadeur, c'est l'idée de ne pas être remboursé qui est contestée. C'est ça, c'est cette idée-là principalement, de ne pas jouir d'un service ou d'une obtention. C'est la frustration, c'est la somme d'une frustration. Je comprends cette frustration, mais j'ai pas de... Voilà. Alors, nous fêtons la francophonie en novembre prochain, et le monde fête la francophonie en novembre prochain à Djerba, une très belle ville. Une ville ouverte sur la Méditerranée. C'est la vôtre, non? Oui, c'est la nôtre, et on en est fiers. Une ville absolument, pas la mienne personnellement, moi je suis du Nord, un gars du Nord, mais n'empêche que toute la Tunisie est d'une beauté exceptionnelle. Aujourd'hui, fêter cette francophonie, quel sens donner à cette fête de la francophonie? Pourquoi fêter la francophonie? Parce que je pense d'abord que ce sera un événement extrêmement important, un événement international qui mettra à l'honneur la Tunisie, qui mettra à l'honneur l'île de Djerba, où on me dit que les préparatifs, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais je sais que les préparatifs vont bon train. Je sais que la population de Djerba est très mobilisée pour accueillir le sommet. Ça sera l'occasion pour la Tunisie de mettre en valeur son patrimoine, de mettre en valeur
potentiel touristique, de mettre en valeur aussi son potentiel économique, puisque, comme vous le savez, en marge du sommet se tiendra un forum économique qui rassemblera des opérateurs économiques venus de l'ensemble du monde francophone. Donc ça sera un grand événement, qui rassemblera l'ensemble de la famille francophone autour d'une langue commune, autour d'une culture commune et autour de valeurs communes. عندنا تظاهرة قمة الفرنكوفونية اللي باش تصير الشهر الجاي في تونس تحديدا في جربة. يقول حدث عالمي مهم في تونس وجربة وباش يكون مناسبة لتونس باش تحتفي بتراثها وأيضا موعد يخدم الاقتصاد التونسي ويجمع عديد البلدان والأمم حول لغة واحدة اللي نجموا يحكيوا بها مع بعض. Excellence, est-ce que la francophonie est bousculée? Est-ce que la francophonie est en recul? Aujourd'hui, beaucoup défendent l'idée d'utiliser l'anglais ou de partir carrément vers des formations en anglais, même à l'école publique. Aujourd'hui, même en Tunisie, certains estiment que, ok, nous avons un contact privilégié et une histoire privilégiée avec la France, mais qu'il faut être réaliste et qu'aujourd'hui, le monde change. Bon, d'abord, est-ce que la francophonie est en recul? Elle l'est probablement. La maîtrise du français est probablement en recul en Tunisie, notamment chez les jeunes. C'est un sujet sur lequel on peut revenir si vous le souhaitez, parce qu'il y a des raisons à cela. Et on essaie d'y apporter, notamment au niveau de l'ambassade et de l'Institut français, un certain nombre de réponses. Est-ce qu'elle est en recul au niveau global? Je ne crois pas. Les éléments, enfin les données qui sont communiquées par l'Organisation internationale de la francophonie tendent plutôt à démontrer le contraire. Je crois que le français est la 3e ou 4e langue parlée dans le monde. Plus de 300 millions de locuteurs, et c'est une communauté, la communauté francophone, qui se développe fortement, notamment en Afrique francophone, compte tenu du dynamisme démographique de cette zone. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que le français soit globalement en recul dans le monde. هل الفرنكوفونية قاعدة تتراجع أمام الاجتياح متاع اللغة الإنجليزية في العالم والعالم قاعد يتبدل؟ إجابة على هذا يقول لا، مش الفرنكوفونية اللي قاعدة تتراجع، وإنما استعمال اللغة الفرنسية في تونس هو اللي قاعد يتراجع، خاصة عند الشباب لعديد الأسباب. فيقول إنه الفرنسية اليوم هي لغة يحكيوها 300 مليون شخص في العالم. Oui, allez-y. Si vous permettez aussi. Oui. Non, mais allez-y. Alors, quel sera le niveau de représentation diplomatique officielle de la France pendant cette francophonie? Est-ce que le président Macron sera et participera à cette manifestation? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le président Macron attache beaucoup d'importance à cet événement. Il en suit les préparatifs avec beaucoup d'attention. Maintenant, la tradition veut que la participation des chefs d'État soit, s'agissant de la France, en tout cas la participation des chefs d'État à des événements internationaux, soit annoncée par la présidence de la République. Voilà. Donc je ne suis pas en mesure aujourd'hui. Non, mais je comprends parfaitement. Mais ce que je comprends parfaitement, Excellence. Mais n'empêche que les agendas des présidents dans le monde entier sont connus bien avant bien avant les événements. Donc l'idée, c'est de savoir aujourd'hui vis-à-vis de votre Excellence ou de la France, et on posera éventuellement la question à l'Élysée à ce moment-là. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne m'appartient pas sur le plateau de Mosaïque de répondre à votre question et d'annoncer quelque chose qui sera annoncé le moment venu dans les formes qui conviennent, c'est-à-dire par la présidence de la République, après en avoir informé, j'imagine, l'OIF et les autorités tunisiennes, puisque la Tunisie est le pays hôte du sommet. Mais je peux vous dire encore une fois que le président est très attaché à ce sommet, à la tenue de ce sommet, et que nous travaillons activement à la préparation de ce sommet. هل سيكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موجود في تونس وجربة خلال القمة الفرنكوفونية؟ يقول إنه الرئيس الفرنسي مهتم برشا ومتعلق برشا بالقمة الفرنكوفونية ويتبع حتى في التحضيرات، ولكن عن زيارته إلى تونس في القمة هذه يقول لا، هذا سؤال جاوب عليه معناها رئاسة الجمهورية الفرنسية في الوقت اللازم. Voilà, مش هو. Alors, vous êtes là depuis 2 ans et même plus.
Non, oui, 2 ans. Ouais. 2 ans et quelques jours. Quelle est votre impression aujourd'hui? Ce pays, vous avez fait le Maroc, vous avez fait. Quelle est votre impression globale, Monsieur l'ambassadeur? On parle souvent d'une certaine dolce vita tunisienne aussi. Hein. Vous, comment vous vivez cette Tunisie maintenant en tant qu'ambassadeur? Je suis très heureux de vivre en Tunisie et j'apprécie beaucoup à la fois la beauté du pays et l'hospitalité des Tunisiens. C'est une question très générale que vous me posez. Il faudrait des heures pour y répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez un pays magnifique qui est riche, je l'ai dit, de son histoire, de son patrimoine, de sa culture, riche aussi de son capital humain. Je vois bien que le pays traverse en ce moment une période de grandes difficultés. Et je pense je suis assez confiant en ce qui concerne l'avenir. Je pense que la Tunisie a tout à fait, et les Tunisiens et les Tunisiennes ont tout à fait la capacité de relever les défis. Et voilà, je suis plutôt optimiste pour l'avenir du pays et optimiste aussi pour l'avenir des relations entre la France et la Tunisie. عن معناها وجوده في تونس من عامين يقول شيخ في تونس اللي هي يراها انه بلاد مزيانه وحفاوه التوانسه، بلاد ثريه بتاريخها وتراثها وراس مالها البشري رغم الصعوبات. يقول التوانسه قادرين على رفع التحديات وعلى ايضا انه يكون فما مستقبل خير لتونس، ومتفائل لمستقبل تونس ومتفائل ايضا للعلاقات التونسيه الفرنسيه. Alors un des domaines de prédilection des échanges, c'est la culture entre la France et la Tunisie. Absolument. Aujourd'hui, il y a aussi, c'est peut-être un peu le Covid, c'est un peu la crise, c'est un peu la guerre, c'est un peu le monde qui change. Mais on a cette impression d'un petit repli au niveau de la production de ces échanges culturels. N'est-il pas possible de les développer plus, Monsieur l'ambassadeur? Alors, bon, d'abord, vous avez sans doute raison, mais enfin, la crise sanitaire et les difficultés qu'elle a posées au déplacement est probablement en partie responsable de ce ralentissement. Ce que je peux vous dire, c'est que l'action culturelle est un des axes prioritaires d'action de l'Institut français en Tunisie, qui participe, soutient à beaucoup d'activités dans le domaine culturel, soit en partenariat avec le ministère de la Culture ou des services publics tunisiens, soit avec des opérateurs privés. Nous aurons d'ailleurs dans quelques jours, enfin demain d'ailleurs, le plaisir d'ouvrir la biennale Jaou Photo, qui sera un grand événement qui est coproduit entre, je dirais, l'IFT, la Fondation Kamel Lazare et Mosaïque, qui sera un grand événement dédié à la photographie avec la présence ou la participation de 300 photographes, des expositions dans un certain nombre de sites à Tunis et dans la région de Tunis, un certain nombre d'activités culturelles aussi. Et on prévoit pour cette manifestation, pour cette biennale, la participation d'environ 100 000 personnes, ce qui est tout à fait considérable. Très bien. عن الثقافة اللي هي من بين أهم الشراكات والمبادلات ما بين تونس وفرنسا، كيفاش يصير تطويرها. يقول صارت التعطيل العامين الأخرانيين بسبب مشكل الكوفيد، ولكن مسألة الثقافة مهمة برشا من خلال عديد الشراكات اللي يقوموا بها، خاصة إما مع السلطات العمومية التونسية وإلا مع الخواص. يعطي مثال تظاهرة جو فوتو اللي باش تبدأ غدوة مع مؤسسة كمال لازعر واللي فيها عديد الأنشطة الثقافية. Je peux revenir sur la question de la francophonie, la pratique du français en Tunisie. On a encore pour 3 minutes. D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas opposer le français à l'anglais. J'avais un ami algérien qui m'expliquait, qui me disait à juste titre que dans le monde actuel, être bilingue, c'est être analphabète. Donc on peut à la fois, et il est souhaitable. Soyons polyglottes tous, quoi. Polyglotte, je ne sais pas, mais on peut à la fois parler l'arabe, le français et l'anglais. Donc moi, je n'oppose pas l'apprentissage de l'anglais à l'apprentissage du français. Alors, il se trouve que le français est une langue qui est déjà très parlée en Tunisie, qui a des liens que j'ai rappelés tout à l'heure avec la France et qui justifie qu'en Tunisie, on continue d'apprendre le français. Alors, il y a un recul qui est lié notamment à la moindre exposition, je dirais, du public tunisien à la langue française, notamment parce que avec le passage, notamment dans les médias, parce qu'avec le passage à diffusion par satellite, les gens n'ont plus accès aussi facilement aux médias français. Et puis il y a un autre problème aussi, qui est la dégradation de l'enseignement, de la qualité de l'enseignement,
dans le système public tunisien, l'enseignement en général, mais surtout l'enseignement en français. Et qu'est-ce que nous faisons contre ça ? D'abord, l'Institut français se développe avec la création d'un nouveau institut, d'une nouvelle antenne à Sousse, avec la création de centres de langue en province. Nous développons le réseau des alliances françaises. Nous avons créé depuis 2018 6 alliances françaises à Tunis et en région. Nous développons aussi le réseau des établissements scolaires à programme français. Et puis enfin, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale pour financer, en partenariat avec l'Union européenne, un plan d'action pour le renforcement de l'enseignement du français dans le système public tunisien. يرجع لمسألة الفرنكوفونية، يقول اللي اليوم مطروح على الناس الكل أنها تحكي أكثر من 2 لغات ومش بالضرورة الاختيار ما بين الفرنسية والإنجليزية. يشير أيضا إلى تراجع التعليم العمومي في تونس، هذاك منين جاء تراجع اللغة الفرنسية، وينوه بالدور اللي عمل فيه المعهد الفرنسي بتونس، ويقول أنهم حاليا في محادثات مع وزارة التربية لتدعيم اللغة الفرنسية واستعمالها عند تلامذة التوانسة. Pas d'opposition entre l'anglais et le français, mais une opposition footballistique entre la France et la Tunisie. Oui, que le meilleur gagne. Alors, nous allons gagner. Au Qatar, nous allons gagner. Ça, c'est sûr et c'est certain. Écoutez, si vous gagnez, j'en serai très heureux. Si vous gagnez aussi, enfin. En tout cas, quel est votre pronostic? Quel est votre pronostic? Sur France-Tunisie? Oui. 2 partout. 2 partout. C'est bien. Très diplomatique comme réponse. Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci d'avoir été parmi nous. André Parent, Safir Faransa Bitounes, اللي شرفنا على امتداد ساعة من زمان. Nous serons ravis de vous recevoir encore une fois, peut-être à l'occasion du match. Tiens, voilà. Quand vous voulez. Merci Avec infiniment. grand plaisir.